il y a une énorme confusion. On dit, tiens, je suis intolérant alors qu'en fait, on est allergique. On parle d'allergie alors qu'en réalité, on parle d'un sujet extrêmement complexe et controversé entre les allergologues et les non-allergologues. C'est ce qu'on appelle les allergies alimentaires de type 3. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Quelle est la différence entre une allergie, une pseudo-allergie et une intolérance alimentaire ? Ok, alors ça c'est une vaste question. Donc, par définition, une allergie c'est une hypersensibilité à un aliment qui fait intervenir un mécanisme immunitaire. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'allergie. Alors on connaît les allergies à toutes des aliments dans l'air, des pollens. On peut être allergique aux moisissures aussi, on peut être allergique à certains aliments. Ça, c'est ce qu'on appelle l'allergie et qui va se manifester souvent par des réactions cutanées, donc des réactions d'urticaire ou d'irritation au niveau de la peau, ou alors des réactions au niveau des yeux, au niveau du nez, etc. On connaît tous bien le phénomène, ce qu'on appelle l'allergie. Alors la pseudo-allergie, c'est en fait le même type de réaction, mais sans qu'on identifie un allergène. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, c'est marrant, quelqu'un développe des réactions type cutanées ou autres qui font penser à une allergie, et puis on teste des allergènes et il n'y en a pas. Et on va revenir par après sur ce qu'il y a là derrière. Et alors l'intolérance alimentaire, eh bien ça veut tout simplement dire qu'on ne tolère pas un aliment. Et les raisons pour lesquelles on ne le tolère pas sont absolument multiples. Et donc c'est vrai qu'il y a une énorme confusion. On dit, tiens, je suis intolérant alors qu'en fait, on est allergique. On parle d'allergie alors qu'en réalité, on parle d'un sujet extrêmement complexe et controversé entre les allergologues et les non-allergologues. C'est ce qu'on appelle les allergies alimentaires de type 3. Alors, pour essayer d'être plus clair sur le sujet, ce qu'on appelle les allergies de type 1, c'est l'allergie classique, typique, comme celle dont je viens de parler, sur les pollens, etc., sur certains aliments. Et celles-là sont, comme on dit, médiées, c'est-à-dire que quand on est confronté à cet allergène, nous allons produire ce qu'on appelle des immunoglobulines E, qui est un type d'immunoglobuline qui va venir stimuler les mastocytes, qui sont des globules blancs qui produisent l'histamine. Et cette histamine va déclencher ces réactions en question. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute. On est allergique de ce type 1, on sait qu'on est allergique à quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très évident, et c'est quelque chose de très évident sur un tas d'allergènes volatiles, surtout. Sur les allergies alimentaires, c'est un peu plus complexe, mais c'est vrai que quand on a un test comme ça, on teste en général, comment est-ce qu'on fait ces tests? Eh bien, les allergologues vont utiliser ce qu'on appelle les prick tests, donc ce sont des tests qu'on fait sur la peau, comme ça on fait des petites griffes avec l'allergène alimentaire en question, voir ce qui réagit. On peut aussi faire des patch tests dans le dos. Enfin bref, ce sont des tests cutanés ou dans une prise de sang. On peut doser les IgE dans une prise de sang, même si c'est moins évident que les autres tests, pour identifier cette allergie-là. Ça, c'est l'allergie classique de type 1. Alors, il y a quelque chose de plus complexe, c'est ce qu'on appelle l'allergie de type 3, qui est une réaction quand les gens disent « Tiens, moi je suis allergique aux produits laitiers » ou « Je suis allergique au blé ou au gluten ou aux œufs ou ceci, cela ». Le plus souvent, en fait, d'abord il faut voir s'il y a une réaction allergique. Bien souvent, c'est pas ça, mais bon, imaginons que c'est une réaction allergique. Et quand c'est une réaction allergique, c'est rarement une allergie de type 1. Donc une allergie comme ça, là, c'est vraiment une allergie. Imaginons les gens ont une réaction alimentaire sur de type une allergie vraie sur un aliment, il va avoir une réaction qui va se déclencher très rapidement, entre quelques secondes, quelques minutes après l'ingestion de l'aliment. Dans l'allergie de type 3, dite semi-retardée, c'est une réaction qui va se produire entre 5 heures et 5 jours en général après l'ingestion de l'aliment. Donc c'est extrêmement difficile
de faire le lien avec ce que l'on a mangé. Et cela va plutôt se manifester en général par des inflammations chroniques, que ce soit au niveau ORL, par exemple, des otites à répétition, des infections des gorges oreilles à répétition en général, ou alors éventuellement au niveau articulaire, etc. Et là, on peut, et c'est là où toute la complexité, on peut diagnostiquer ce qu'on appelle des IgG alimentaires. Donc c'est un autre type d'immunoglobuline qui est responsable de ces réactions immunitaires. Mais là où ça se complique, c'est que quand on fait un dosage, et c'est là qu'on va peut-être en parler plus tard, est-ce que ça vaut la peine de faire des tests qui sont des tests faussement appelés tests d'intolérance alimentaire? C'est pas des intolérances alimentaires, ce sont des allergies de type 3 et encore. Et c'est là où les allergologues ont raison, c'est que bien souvent, si les gens ont des IgG élevés sur tel aliment, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils réagissent à tel aliment. Alors ça peut paraître un peu bizarre ce que je raconte ici, mais en fait, on peut très bien avoir des immunoglobulines. Donc notre système immunitaire se dit, tiens, il y a quelque chose qui a traversé la paroi intestinale sous une forme pas tout à fait digérée, et donc que nous ne reconnaissons pas dans notre checklist, et il va produire des IgG pour signifier ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'aliment va déclencher des problèmes dans le corps. Et donc on peut retrouver chez certaines personnes des IgG comme ça élevés, tout simplement parce que leur paroi intestinale est hyper perméable, et donc il y a des morceaux d'aliments non digérés qui traversent la paroi, qui déclenchent la réaction immunitaire, et c'est pas pour autant que ça va déclencher un problème. Ça peut déclencher un problème si, alors là c'est encore plus complexe à expliquer, mais enfin je vais quand même essayer d'expliquer brièvement. Ça peut déclencher un problème. L'hypothèse actuelle, c'est pas une certitude, mais l'hypothèse actuelle est que ça va déclencher un problème si le fragment d'aliment sur lequel on a réagi, ce qu'on appellera l'allergène alimentaire, dans ce cas-là, eh bien, il y a quelque chose qui ressemble dans notre corps, qui n'est pas la même chose, mais qui ressemble. Et donc, la réaction de notre système immunitaire qui a réagi contre ce fragment d'aliment qui a traversé la paroi sous une forme sous laquelle il n'aurait pas dû le faire, et donc, il ne correspondait pas à la checklist, et donc il a réagi. Eh bien, si dans notre corps, il y a ce qu'on appelle un déterminant antigénique, une substance de surface qui ressemble à ça, eh bien, notre système immunitaire va dire, ah, ben, tiens, voilà un autre, et va se tromper, et va déclencher une réaction inflammatoire sur un de nos organes. Et donc, ça veut dire, pour faire simple, que quand on fait ces panels d'IgG alimentaires, il est quand même conseillé de ne pas en demander 100 ou 200. Je pense que si on teste les éléments les plus immunogènes, comme les protéines de lait, de blé, de l'œuf, ça suffit. Eh bien, on peut très bien avoir des éléments, des IgG élevés, alors que on n'a pas de réaction sur ça. Et donc, on en arrive peut-être à la question suivante, c'est est-ce que c'est bien de faire des tests comme ça avec plein de panels d'IgG? Non, parce qu'on peut effectivement générer des régimes extrêmement excessifs, extrêmement extrêmes, où les gens sont dépressifs, dénutris, alors que c'est pas ça le problème. Je crois que ma question, c'est un petit peu comment est-ce que, dans l'allergie de type 1 et dans l'allergie de type 3, pour commencer par là, est-ce que l'allergie est quelque chose qu'on peut développer au cours du temps, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on a dès sa naissance, les allergies? Alors, il y a toujours évidemment une combinaison de facteurs. On sait que on a des polymorphismes qu'on appelle ça, donc qui font que on a des prédispositions génétiques à développer ceci ou pas cela chez l'un et chez l'autre. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est certain qu'on va pouvoir développer ça pendant sa vie, bien entendu. Et c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement à la naissance. C'est quelque chose qu'on peut, en général, qu'on n'a pas à la naissance et puis qu'on va développer plus tard. À l'inverse, on peut aussi être allergique et puis ne plus l'être plus tard. C'est quelque chose qui peut varier. Néanmoins, quand même, je rajoute une chose, c'est que on constate une évolution énorme de l'allergie. Donc, le nombre de patients allergiques ou asthmatiques est en évolution constante. À quoi est-ce que c'est dû, ça? J'imagine qu'il y a de multiples raisons, mais quelles sont les principales, à ton avis? Je dirais, en tout cas, que dans ce qui est
retenues par les spécialistes dans le domaine, qui expliquent cette augmentation des allergies. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'on est confronté à beaucoup plus de polluants environnementaux déjà, qui jouent un rôle. Et alors vraisemblablement, on va revenir là-dessus, le microbiote semble quand même impliquer le fait, et par là même la qualité du microbiote d'une part, et d'autre part le fait qu'on soit exposé ou pas exposé dans sa plus petite enfance à différents aliments qui vont stimuler notre immunité justement à ne pas être allergique. Et autrement dit, le fait de stériliser les choses à l'excès favoriserait aussi ce phénomène-là. On va revenir du coup un petit peu sur tout ce lien avec le microbiote. Je pense qu'il y a d'abord un petit concept théorique qui je crois est important. C'est le concept de la réaction à l'histamine. C'est ça du coup qui va déclencher la réaction allergique ou l'inflammation derrière. C'est quoi l'histamine? Alors l'histamine, donc c'est une substance qui est produite par justement ce type de globules blancs qu'on appelle les mastocytes, et c'est une substance qui va agir sur différents récepteurs à l'histamine à gauche et à droite dans le corps. Et en fait, on va dire que les symptômes généraux qu'on va pouvoir retrouver et qui vont permettre de se poser la question, tiens, est-ce que je n'aurais pas une intolérance à l'histamine et ou un syndrome d'activation mastocytaire, on va revenir la distinction, on y reviendra après, sont des symptômes qui peuvent être variés, qui peuvent varier dans le temps d'ailleurs, en intensité et en présence ou non par rapport à un même aliment. On va y revenir. Et donc ces symptômes-là, justement, ça peut être des symptômes cutanés, justement des chatouillements, des rougeurs, des choses comme ça. Ça peut être des symptômes d'irritabilité bronchique, donc de type asthme ou préasthme. Ça peut être des symptômes plutôt vasculaires, comme des palpitations, de la tachycardie, des migraines. On peut avoir des symptômes plutôt cardiovasculaires. On peut avoir des symptômes digestifs, évidemment, extrêmement fréquents et importants, que ce soit gastrique ou alors un peu dans le cadre du côlon irritable. On peut retrouver des symptômes comme ça. Du coup, ça peut être aussi quelque chose, parce qu'on parle souvent d'aliments plus chargés en histamine que d'autres. Est-ce qu'on peut aussi faire justement ce type de symptômes dû à une réaction à l'histamine sans pour autant avoir une allergie derrière? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on appelle ça les pseudo-allergies. Ce sont des gens qui ont ces symptômes que je viens d'évoquer maintenant, qui sont des symptômes type histaminique, mais chez qui on ne retrouve pas d'allergène. Et là-dedans, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre deux entités. La première, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'histamine, un petit peu comme on pourrait parler de l'intolérance au lactose, c'est-à-dire que dans l'intolérance au lactose, on ne produit pas l'enzyme qui dégrade le lactose, la lactase en question. Eh bien, dans l'intolérance à l'histamine, c'est un peu la même chose, c'est qu'on ne produit pas l'enzyme qui dégrade l'histamine alimentaire, qui s'appelle la diaminoxydase, en l'occurrence. Avec une petite différence, c'est qu'il y a deux options possibles. Soit on ne la produit pas, et ça peut justement être, comme d'ailleurs pour l'intolérance au lactose, être lié au fait que la paroi intestinale est un petit peu abîmée et que du coup on ne produit pas cette enzyme. Mais il y a une autre cas de figure, qui est un peu moins fréquent quand même, c'est d'avoir une altération, ce qu'on appelle un polymorphisme de l'enzyme, donc l'enzyme qui fonctionne moins bien. C'est possible aussi. Mais disons que ça, c'est la première situation. La deuxième situation, qui est, je trouve personnellement, au moins aussi fréquente, si pas plus, où on se rend compte que ce syndrome d'activation mastocytaire, qu'on appelait idiopathique en médecine, ça veut dire on ne sait pas d'où ça vient, est quelque chose dont on commence à beaucoup mieux comprendre ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, apparemment, c'est justement lié au microbiote. Et c'est très intéressant parce que l'intolérance à l'histamine, donc ce sont des gens, en fait, il se passe quoi? Donc ce sont des gens qui, quand ils mangent des aliments riches en histamine, comme ils ne produisent pas l'enzyme en question, ou qu'elle ne fonctionne pas bien, ils ont une absorption excessive d'histamine qui vient des aliments et qui va déclencher des symptômes type allergiques comme ça, ou des symptômes histaminiques comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, si ces gens-là, quand on élimine les aliments riches en histamine et ou qu'on donne de la diaminoxydase, ça va mieux. Mais on a constaté que
finalement, chez beaucoup de patients, quand on faisait ces deux choses-là, ça n'allait pas vraiment mieux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle alors un syndrome d'activation mastocytaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des mastocytes qui sont hyper réactifs et un tas d'éléments qui stimulent leur réactivité vont déclencher ça. Alors, dans les aliments riches en histamine, il y a en premier lieu les viandes, les poissons, les produits de la mer, selon leur état de fraîcheur. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui explique que quelqu'un un jour peut avoir dit « Tiens, moi j'ai été manger des sushis quelque part et j'ai eu une réaction terrible. » Et puis 3 jours après, il va manger des sushis autre part, il n'a pas de réaction. Alors, c'est pas que le sushi était immangeable, parce que sinon, ce serait autre chose. Mais c'est simplement que la dégradation de la protéine était plus importante et que du coup, il y avait plus d'histamine. Donc, c'est pour ça que ça peut varier, effectivement, selon la fraîcheur de l'aliment. Mais je veux dire que les aliments riches en histamine sont typiquement donc les viandes et dérivés, les poissons et produits de la mer. On retrouve aussi les tomates, les épinards. Et alors, on retrouve aussi des légumes fermentés type choucroute ou alors des jus fermentés où on va retrouver les sauces soja. Ça, ce sont vraiment les aliments riches en histamine. Et on retrouve aussi des aliments qui contiennent des amines biogènes, comme dans les ananas, les kiwis, les oranges, les bananes, qui, pareil, sont un peu dégradés par les mêmes enzymes et donc peuvent, si on en mange beaucoup, surcharger les enzymes qui dégradent l'histamine. Et donc ça, c'est le premier groupe dont tu parlais, qui n'ont pas ces enzymes qui permettent de décomposer l'histamine. Et donc ces gens-là vont évidemment avoir ce genre de réaction quand ils mangent ces aliments. Et quand on leur donne la diaminoxydase, ça va mieux. Et puis alors, il y a un autre groupe qui, eux, vont plutôt pas être très sensibles à la diaminoxydase et qui, eux, vont réagir sur ce qu'on appelle des aliments histaminolibérateurs. C'est-à-dire que les aliments histaminolibérateurs, c'est l'alcool, par exemple, typiquement, les noix. On retrouve aussi les fruits de mer, mais le chocolat. Bref, ce sont différents aliments qui sont typiquement histaminolibérateurs, de même que d'autres facteurs sont histaminolibérateurs. Le stress, par exemple, les changements de température. Voilà, ce sont des éléments. Des personnes qui deviennent rouges quand ils boivent de l'alcool ou quand ils sont stressés, ça pourrait être... ça pourrait être ça. Là, qu'est-ce qui se passe du coup? Quelle est la différence avec le premier? Alors, c'était tout à fait différent. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas une question de produire de la diaminoxydase suffisamment, même si les deux peuvent être combinés, c'est possible aussi, bien sûr, mais la question est plutôt d'avoir des mastocytes qui sont hyper réactifs. À ne pas confondre encore, je le note quand même, à ce qu'on appelle la mastocytose. Donc ça, c'est une maladie, mais très rare, hein, avec une prolifération excessive de ces mastocytes, avec en général des lésions, des nodules sous la peau. Mais bon, ça je mets ça de côté, c'est pas de ça dont on parle. On parle du syndrome d'activation mastocytaire. Et donc ici, c'est effectivement un autre cas de figure. Et pendant très longtemps, on s'est dit, tiens, mais enfin, qu'est-ce qui fait que ces mastocytes sont hyper réactifs et réagissent suite à, comme je disais, ces aliments qui sont histaminolibérateurs ou le stress ou des changements de température, des trucs comme ça. Et maintenant, depuis pas longtemps, depuis 2022, en fait, il y a eu plusieurs publications très intéressantes qui montrent que, en réalité, ce qui se passe, c'est que le microbiote, et à partir du moment où le microbiote, précisément, a une constitution particulière, c'est-à-dire qu'il contient moins de ces fameuses bactéries de protection dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, je pense. Hein, donc, ce sont comme les Faecalibacterium, les Roseburia, etc. Donc, moins de ces bactéries de protection, qui fait qu'évidemment, du coup, les autres bactéries peuvent beaucoup plus facilement accéder à la paroi intestinale. Et aussi, on retrouve dans ces études plus de bactéries pro-inflammatoires, entérobactéries, etc. Et en réalité, il a été bien démontré maintenant que à partir du moment où ces mauvaises bactéries ont accès à la paroi et accès au système immunitaire, bon, je passe les détails de
de présentation, de cytokines et tout le bazar, on arrive au résultat que finalement, il y a une production de cytokines qui va augmenter la sensibilité mastocytaire. Et donc, ça, c'est vraiment terriblement important comme info de constater que finalement, l'état du microbiote va être un élément majeur dans ces problèmes d'histamine. Ouais. Donc on a le premier cas en fait où on manque d'une certaine enzyme, et on a le deuxième cas où on va avoir des réactions qui sont très similaires au premier cas, mais les enzymes fonctionnent très bien. Il s'agit juste d'une dégradation, il s'agit d'une dégradation plutôt de la paroi intestinale qui va permettre certaines réactions inflammatoires qui ne devraient pas se passer, qui se passent et qui donnent du coup des symptômes similaires. Le premier cas, on n'a pas parlé. Est-ce qu'on sait diagnostiquer? Est-ce qu'on sait vérifier si on manque de ces enzymes? Alors, oui, il y a une technique, c'est de doser l'histamine dans les selles. Et donc, si on voit qu'effectivement il y a trop d'histamine dans les selles, ça veut dire que ça n'a pas été dégradé correctement. On peut aussi doser l'activité de la diaminoxydase. C'est aussi faisable. Et puis, on peut faire un test aussi en disant, tiens, voilà, en éliminant ces aliments-là et en donnant de la diaminoxydase au cas où il y en a, voir ce qu'il en est. C'est ça. Et par contre, si on n'est pas dans ce cas-là, mais qu'on a des réactions similaires, alors là, il faut plutôt aller regarder ce qui se passe au niveau microbiote. Exactement. Et comme je vous disais, je pense que c'est extrêmement une situation très fréquente. Et dans ma pratique, je pense même plus fréquente que le premier cas. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut aller évaluer le microbiote. Et donc, un microbiote inflammatoire favorise l'hyperréactivité des mastocytes, comme je disais, à certains types d'aliments, l'alcool, au stress, etc. Et alors, il y a encore un autre élément, c'est l'histoire du candidat. Juste avant de rentrer dans l'histoire du candidat, donc on a parlé des allergies de type 1, on a parlé des allergies de type 3, et puis on a parlé des réactions à l'histamine. Est-ce que ça fait partie des pseudo-allergies? Des pseudo-allergies. Ouais. Est-ce que ça fait partie des allergies de type 3 ou c'est vraiment quelque chose de séparé? C'est autre chose. Et par rapport à l'intolérance alimentaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui en fait est un peu sous-jacent à ces trois catégories dont on vient de parler, parce que c'est une catégorie encore différente. Alors, en fait, la tolérance alimentaire, ça veut dire qu'on ne tolère pas un aliment, tout simplement. Alors, quelles sont les causes? Les causes sont multiples. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et beaucoup souvent, les gens mélangent tout. Et ce que je comprends, c'est très facile de tout mélanger. Et ils viennent en consultation et me disent, tiens, docteur, j'aimerais bien que vous testiez mes intolérances alimentaires. Alors, c'est effectivement plus compliqué que ça. Parce que, comme tu disais justement, il y a les allergies de type 1, les allergies de type 3. Là, on peut faire des tests d'IgG. Même si dans le type 3, les IgG, il faut s'en méfier. Tout en sachant qu'il faut savoir interpréter ça correctement et pas n'importe comment, effectivement, il faut s'en méfier. Et puis, troisièmement, les pseudo-allergies, ce qui est encore une chose à identifier, qu'on peut déjà pré-identifier par les symptômes, parce qu'à partir du moment où il y a des symptômes de cet ordre-là, de type histaminique, eh bien, c'est déjà une piste. Et si on se rend compte des symptômes, soit on peut tester des choses vraiment typiquement liées aux enzymes, de dégradation de l'histamine, ou alors plutôt aller voir dans le microbiote s'il n'y a pas quelque chose à régler à ce niveau-là. Exactement. Et donc, pour revenir aux intolérances alimentaires, il y a beaucoup d'intolérances. Alors, les intolérances au lactose, ça, on connaît bien, ça c'est un terme qu'on a vite bien compris, à ne pas confondre avec la réactivité aux protéines de lait. Donc, vous avez des gens qui sont intolérants au lactose, et puis, vous avez des gens qui sont pas intolérants au lactose, mais qui ont une réactivité immunitaire sur les protéines de lait. Et qui donc vont déclencher ces fameuses allergies de type 3. Allergie de type 1, c'est rare. Là-dessus, allergie de type 3, où ils vont déclencher des réactions inflammatoires au niveau ORL, la répétition. Et quand on arrête les produits laitiers, pouf, ça va beaucoup mieux. Et là, c'était pas en arrêtant le lactose, en arrêtant tous les produits laitiers, animaux, donc contiennent des protéines de lait. Et là, c'est confondu par une intolérance aux produits laitiers, mais en réalité, c'est pas une intolérance, c'est plutôt une allergie de type 3. Et puis alors, vous avez des gens qui ont des intolérances à tous les aliments contenant l'histamine, on en a parlé tout à l'heure. Et puis alors, vous avez aussi des gens qui sont intolérants à des aliments fermentants.
parce qu'ils ont un microbiote hyper fermentant, et donc quand ils mangent ce qu'on appelle les FODMAP, comme précisément les choux, les poireaux, les oignons, les pois chiches, etc., ils vont déclencher une réaction où ils se sentent pas bien. Et puis, vous avez les gens qui sont intolérants au gras. Ils sont intolérants au gras parce que ils ont un système digestif qui digère pas bien le gras pour différentes raisons. Ça peut être le stress, etc. On va pas s'étendre là-dessus maintenant. Et ou parce qu'ils ont, concernant le microbiote, ils n'ont pas assez de bactéries de protection, ils ont trop de bactéries inflammatoires, donc ils ont une paroi intestinale plutôt à nu et plutôt enflammée, ou micro-enflammée. Et effectivement, lorsqu'il y a des acides biliaires, par exemple, qui arrivent là-dessus, de la bile, quand ils mangent plus gras, il y aura plus facilement de la bile qui va arriver, eh bien, ça va leur faire mal. De la même manière que si ces gens-là, les tanins du vin rouge, va leur faire mal. Les piments vont leur faire mal. Voilà. Donc, en fait, être intolérant, ça veut dire, oui, qu'on tolère pas bien quelque chose, mais pour un tas de raisons différentes. Est-ce parce que sa muqueuse n'est pas, est trop à nu, trop à vif, et elle va réagir sur certains aliments irritants? Est-ce parce qu'on tolère pas le lactose? Est-ce parce qu'on a une allergie sur les protéines de lait? Est-ce parce qu'on a un problème avec l'histamine? Est-ce qu'on a un problème avec les aliments fermentants? Ça peut être tout ça. On peut avoir l'un ou l'autre, et certains patients ont un peu de tout, parce qu'ils ont un microbiote tellement catastrophique qu'ils vont mélanger l'intolérance au lactose, l'intolérance à l'histamine, une activation mastocytaire, un microbiote à nu, enfin, etc. Quoi. Et du coup, paroi à nu, pardon. Et du coup, c'est à quoi servent les tests d'intolérance alimentaire? Je veux dire, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui un petit peu dans le champ médical ou dans le champ d'application? Le problème est que, effectivement, je pense que, hélas, pas mal de thérapeutes et de médecins utilisent ces tests sans bien savoir ce qu'il en est et quelles sont leurs limites, quoi. Actuellement, avec ce que l'on sait, et dont je viens de parler là maintenant, on commence à savoir quand même pas mal de choses. Il devrait y avoir plutôt, suite à l'anamnèse interrogatoire des patients, de se dire, ah, tiens, est-ce qu'on est plutôt dans une intolérance au lactose? Est-ce que j'ai des symptômes d'inflammation chronique qui peuvent être modulés par des aliments? Alors là, on ferait ces fameux tests d'IgG. Est-ce qu'on est plutôt dans un problème d'histamine, dans un problème de fermentation, dans un problème de micro-inflammation du microbiote, un problème de candida? On va parler de la candida. Je le garde un petit peu voilà, on le garde au frais. De côté. Et donc, c'est certain que c'est aux médecins ou aux thérapeutes, avec la symptomatologie du patient, de se dire, tiens, on est plutôt affaire à ça ou ça ou ça, et faire les tests. Ouais. Et de régler le microbiote de toute façon en amont aussi. Et alors voilà, et en fait, on se rend compte que, bien entendu, le microbiote est absolument fondamental parce que par rapport à l'histamine, bien souvent, comme je disais, on est souvent un syndrome d'activation mastocytaire fondamental de régler le microbiote. Par rapport à des aliments fermentants, fondamental de régler le microbiote. Par rapport à une paroi intestinale à nu parce que le microbiote est pas bon, régler le microbiote. Un problème d'hyperperméabilité, d'allergie de type 3 sur certaines protéines alimentaires, régler le microbiote. Donc c'est souvent ça, bien sûr. Et du coup, et de nouveau, je garde le candidat après, parce qu'après sinon on va partir dans les détails du candidat et j'ai d'autres questions que j'aimerais poser avant. Mais donc ces personnes-là, il faut quand même qu'ils sortent certaines choses de leur alimentation parce qu'ils font une intolérance, ils ne le tolèrent pas bien, ils ne se sentent pas bien prêts. Donc ce serait logique dans un premier temps de dire voilà, arrêtez de manger ces aliments-là. Mais alors on arrive un petit peu dans des régimes super restrictifs. Comment est-ce qu'on gère ça quand on se rend compte qu'on commence en fait à ne pas tolérer beaucoup d'aliments? Est-ce que c'est quelque chose du coup qu'on ne va pas tolérer à vie? Est-ce qu'il est possible de sortir de ça et de recommencer à remanger plus normalement? Il y a le cas de l'intolérance au lactose qui est un peu à part. Ça, c'est un cas de figure. Pour le reste, je pense qu'on peut quand même que rien n'est définitif et que l'on peut clairement, quand on arrive à trouver où se trouve le problème, justement, et à y mettre les solutions, ça mettra quelques mois, mais à améliorer clairement la tolérance alimentaire à ces aliments-là. Je pense que ça n'est pas
l'idée de dire, ah, ben voilà, on a vu que vous êtes allergique à ceci ou à cela à vie. Oui, ça c'est vrai dans les allergies de type 1. Les allergies de type 1, là c'est très très compliqué. Et c'est vrai que la première règle que l'on dit, c'est d'éviter l'allergène, que ce soit dans les pollens ou dans les acariens ou dans les aliments. Mais pour le reste, je pense on peut quand même assez bien améliorer la situation. On va reparler du coup encore un petit peu après de comment. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la candidose, cette prolifération de champignons qu'on appelle le candida? Parce que est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui va donner des réactions aussi pseudo-allergiques? Alors, oui. Donc, il y a, première chose, je vais d'abord parler du gluten et puis de la candidose. Alors, pour ce qui est du gluten, donc, il est clair que il y a énormément de gens qui pensent qu'ils sont allergiques au gluten, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Alors, il n'y a aucun intérêt à consommer des quantités phénoménales de gluten, de toute façon, mais de là à être extrémiste dans l'éviction du gluten, je pense que beaucoup de gens le font alors qu'ils ne devraient peut-être pas le faire. Pourquoi ça? Parce que, bon, évidemment, il y a la maladie cœliaque. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qui est vraiment une réaction allergique au gluten, qui se manifeste en général dès l'enfance, et on a une prédisposition génétique à ça, évidente pour ça. Ça, c'est une chose. Et puis alors, il y a un concept qui était créé, qui était la maladie, on appelait ça, je crois que c'était je sais plus le nom exact, le syndrome non cœliaque au gluten ou la maladie non cœliaque au gluten, qui veut pas dire grand-chose en soi. C'est un peu débile comme dénomination, mais en fait, ce sont tous les gens qui se sentaient mieux en éliminant le gluten, alors qu'ils ne sont pas allergiques au gluten. Alors ça, là, c'est un volet plus complexe. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui te regardent, évidemment, vont se dire « Ah ben oui, mais moi, j'ai arrêté le gluten et je me sens beaucoup mieux. » Alors, certainement. Et maintenant, la question, c'est pourquoi? Alors, tout en n'étant pas cœliaque, évidemment. On a éliminé ces cas de figure. Donc là, c'est évident. Alors, c'est vrai que il existe un petit pourcentage de personnes où on va, de fait, retrouver des marqueurs type IgG ou IgA sur le gluten qui n'ont pas le critère typique de la maladie cœliaque et chez qui il est clair que on voit bien qu'il y a une réaction immunitaire sur le gluten, même s'ils ne sont pas cœliaques. Et là, c'est évident qu'il faut éviter le gluten. Ça, c'est deuxième catégorie. Et puis alors, il y a les autres catégories, où là, c'est moins évident. Et dans les autres catégories, je dirais d'abord qu'il y a les gens qui ont un microbiote qui n'est pas en bon état et qui ont de ce fait de nouveau une muqueuse surexposée aux irritants. Et parmi ces irritants, il y a la lectine du blé. Savoir que la lectine, en fait, est une substance d'ailleurs que produisent la plupart des végétaux qui poussent dans la terre, pour se protéger de différents agresseurs. Et cette lectine, si on a un mucus impeccable, la lectine, elle passe dans le tube digestif et ça dérange personne. Et à partir du moment où ça n'est pas le cas, à ce moment-là, les gens ont un problème sur le blé. Mais c'est pas une question de gluten, c'est une question de lectine. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Et puis, autre chose tout à fait fréquente, ce sont les gens qui ont une prolifération excessive de champignons dans l'intestin, ce qu'on appelle la candidose. Et dans ces cas-là, il est clair que ce qui est l'élément number one à éliminer de son alimentation, ce sont les sucres raffinés, les farines blanches, etc. Et donc, c'est clair que les gens qui suppriment le gluten, forcément, ils suppriment les farines blanches et du coup, ils se sentent beaucoup mieux. Et ils ont l'impression que c'est le gluten alors que c'est pas le gluten. Et donc, c'est certain que, je crois que pour résumer, il y a la maladie cœliaque, où c'est évident. Il y a des cas, de fait, où on constate, on voit dans les analyses des immunoglobulines élevées, même si on n'est pas dans la maladie cœliaque, et l'expérience m'a montré que dans ces cas-là, vraiment, le gluten est problématique. Et puis alors, il y a les cas du microbiote, avec effectivement ce problème de la lectine et d'une muqueuse réactive, et puis le problème de la prolifération fongique. Donc,
pense que c'est important de pouvoir faire la part des choses. Dans l'allergie ou l'intolérance au gluten, c'est souvent de se rabattre sur des produits transformés, pas nécessairement de qualité, sur beaucoup de maïs, pas nécessairement une bonne chose. Donc c'est pour ça que je crois qu'il vaut mieux avoir le cœur net. Est-ce qu'on a un problème avec le gluten, oui ou non, ou est-ce que c'est quelque chose qui y ressemble? Il y a, je pense, que de toute manière, l'excès de gluten n'est pas spécialement intéressant, et donc sans côté qu'il y a aussi toute cette notion, évidemment, qui est liée à la transformation alimentaire, et que de fait le blé a quand même a subi différents types d'hybridation pour qu'il soit plus résistant, etc. Je parle même pas des OGM, parce que ça on retrouve de toute manière dans toutes les céréales et les fruits et légumes, c'est pas une question de blé. Et c'est vrai que pour ces raisons-là, il y a peut-être les céréales comme l'épeautre auraient été manifestement moins génétiquement modifiées, elles seraient plus faciles à tolérer, même si elles contiennent du gluten. Et alors, c'est vrai qu'il est intéressant, je pense, de consommer un peu plus de pommes de terre, de riz, et pas des quantités excessives de gluten. Parce que qui dit souvent quantité excessive de gluten dans notre alimentation, c'est aussi quantité excessive de farine blanche, de sucre, de pain, de pâtes, et ça n'est pas bon. Hein. Donc je crois que ça c'est la première chose. C'est quoi qu'il en soit, qu'on soit intolérant au gluten ou pas, on a intérêt à réduire la quantité de gluten et de diversifier vers avec d'autres choses. Il y a peut-être un peu un effet de mode sur l'intolérance au gluten. Ben oui, c'est comme je disais, hein, en fait, il y a tellement de gens, je pense, qui ont, pour d'autres raisons, en fait, un mauvais microbiote et ou un excès de candida. Et pour toutes ces raisons, ils tolèrent moins bien le gluten, enfin les farines blanches et le blé. Et du coup, quand ils n'en mangent plus, ils se sentent mieux. Tout comme pas mal de gens, finalement, on parlait des intolérances tout à l'heure, pas mal de gens ont, pour des perturbations, de nouveau, on en revient de microbiote, etc., ne tolèrent plus un grand nombre de choses. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent, moi, là où je me sens mieux, c'est quand je mange pas. Et donc, du coup, pour ces personnes, pour revenir un petit peu à ces personnes qui se retrouvent maintenant presque comme tu disais, qui ne se sentent mieux quand ils ne mangent pas, ou comme on avait vu dans l'épisode, enfin, dans le reportage Netflix, il y avait une des 4 intervenantes qui ne mangeait en fait plus rien. Comment est-ce qu'on fait, ou même nous chez Simp, on voit certains clients qui nous disent, voilà, moi j'ai arrêté de manger, ils nous envoient la liste. Tout en fait. Comment est-ce qu'on peut mettre en application vos recommandations, parce que nous on fait des recommandations du coup sur l'état de leur microbiote. Et pour ces personnes-là, comment est-ce qu'ils passent de je ne mange plus rien à je remange correctement, mais sans leur générer de nouveaux inconforts, parce que forcément le but c'est que exact. C'est qu'ils se sentent bien. Alors c'est à la fois très simple et très compliqué, c'est-à-dire que moi j'ai un processus. Donc, voir ce qu'il en est au niveau, est-ce qu'il y a des allergies alimentaires de type 3, type 1 en général on sait, quel est l'état du microbiote, quel est l'état de la paroi, est-ce qu'il y a une prolifération fongique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, l'idée est de traiter ces problèmes-là, et pendant le temps où on traite ces problèmes-là, ben forcément, au tout début, on va pas commencer à réintroduire des aliments qui ne seront pas tolérés puisqu'ils ne le sont déjà pas. Donc il faut quand même se donner un petit peu de temps. Et l'idée, c'est que après 2-3 mois de ce traitement, à ce moment-là, je commence à leur dire de réintégrer des éléments, en commençant par des éléments qui semblent pas les plus problématiques, et en intégrant jamais plus un aliment que 2 fois par semaine. Et comme ça, petit à petit, on essaye avec un, voir ce que ça donne, et puis avec l'autre. Alors ça, c'est pour la théorie. Alors pour la pratique, je vais vous dire que ça se passe pas comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est normal, c'est humain. Quand on se sent mieux, on se dit, ah, tiens, je vais essayer ça. Et puis, on voit si ça va ou si ça va pas.
Donc en général, les gens font une réintroduction sauvage et ils voient comme ça si ça va ou pas. Au final, ils arrivent quand même à réintroduire, Voilà. même si parfois c'est trop tôt, il faudrait attendre un petit coup, Voilà. mais au moins ils le savent et... Exactement. Là, ils Attends, comprennent c'est ça. généralement. Et c'est ça, bien souvent, qu'on constate et qui est intéressant, c'est des gens qui vous disent, moi, je supportais plus rien ou quasiment plus rien. Et bien, ils arrivent à un stade, ils sont revenus à un stade où ça s'est un peu calmé, qui leur permettent de savoir ce qu'ils ne supportent, ce que vraiment ils supportent pas, ou ce qu'ils supportent et qui ne savent pas bien s'ils ne supportaient pas, ou que c'était un peu noyé dans la masse, quoi. On a parlé du candidat ou pas, finalement? On n'a pas parlé plus du candidat. C'est vrai qu'on peut parler plus Voilà, du juste candidat. un mot, parce que sinon, c'est vrai que c'est On refera un très épisode long sujet, complet voilà. sur la candidose, mais c'est vrai qu'on en a parlé, du coup, peut-être expliquer Voilà. ce que c'est. En fait, il faut juste savoir, on en a parlé par rapport aux pseudo-allergies. En réalité, il y a des publications assez extraordinaires qui sont sorties très récemment, qui ont montré que les candidats, quand ils sont présents en excès, eh bien, il y a ce qu'on appelle des éléments de surface du candidat, hein, des bêta-glucans de surface du candidat, qui vont traverser la paroi intestinale et qui vont aller se fixer sur des récepteurs spécifiques des mastocytes, justement, et qui vont favoriser la libération d'histamine. Et alors, ça m'a fait fort plaisir de voir ça, parce que moi, depuis des années que je m'occupe de ce genre de problème, souvent, j'avais des patients qui me disaient, tiens, en plus de mes symptômes de prolifération fongique, qui sont des symptômes souvent digestifs, donc des ballonnements, des gaz, des troubles du transit, eh bien, ils avaient aussi des symptômes de type pseudo-allergique, avec effectivement des chatouillements au niveau des paupières, au niveau du cuir chevelu, au niveau de l'anus, enfin bref, à différents niveaux. Et alors, à l'époque, il y a 20 ans, on savait absolument pas ce qu'il en était. On disait, oui, c'est des toxines. Bon, c'était un peu toxines, ça a bon dos, hein, on dit ça comme ça, on savait pas quoi dire. Et en fait, non, en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste le fait que ces candidats peuvent eux-mêmes stimuler la production d'histamine. Et donc, c'est tout à fait intéressant, parce que là, on se rend compte aussi que c'est un autre élément à prendre en compte dans l'équation. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement, pour revenir là-dessus, soit pas produire assez d'enzymes qui dégradent l'histamine des aliments, soit avoir une hypersensibilité des mastocytes fortement liée à l'état inflammatoire du microbiote, soit avoir effectivement un excès de candidats qui eux-mêmes favorisent la production d'histamine. Donc les candidats, ce sont des champignons Oui. Qui prolifèrent, qu'on a tous en quantité modérée, mais qui peuvent proliférer. Donc à la base, ce sont des levures, pour être exact, que l'on a tous dans l'intestin et qui provoquent aucun problème, on s'en rend pas compte. Hein. Et puis, pour différentes raisons, qui peuvent être une baisse de l'immunité anti-candidat, dans la fatigue, le stress ou certains médicaments. Hein. On connaît évidemment les antibiotiques et les candidoses vaginales, ou les corticoïdes, ou alors le fait de manger trop de sucre, sont tous des éléments qui vont favoriser la prolifération de ces levures qui prolifèrent et puis qui se transforment en champignons qui vont s'accrocher à la paroi intestinale et qui vont former des groupes comme ça et qui vont libérer différentes substances, différentes toxines. Et entre autres, c'était pas tout à fait faux qu'on disait les toxines, ce sont effectivement des déterminants de surface de ces candidats qui viennent se fixer sur les mastocytes, par exemple. Enfin, bref, il y a plein de... Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et donc, ça va générer des symptômes autres que les symptômes digestifs, qui sont ces symptômes pseudo-allergiques, par exemple. Et ils vont aussi produire, ces candidats vont aussi, en fermentant les sucres, produire de l'acétaldéhyde, par exemple, qui va agir au niveau de la dopamine cérébrale, qui va avoir un impact au niveau psychocognitif. Ça fait partie des symptômes psychiques du candidat. Enfin bref, de mémoire, de concentration, etc. L'impression d'avoir la tête dans le brouillard. Et voilà. Ce qui fait qu'aussi ça a souvent été, j'imagine, confondu avec une intolérance au gluten, parce qu'on avait des symptômes. Ah oui, parce qu'effectivement, les gens qui ont une allergie au gluten, effectivement, les symptômes peuvent être digestifs, mais pas que. On sait chez l'enfant qu'il y a des problèmes de retard de croissance, évidemment, ça c'est très connu, mais il y a aussi des problèmes cognitifs
et psychique Et avec le gluten. Comment est-ce qu'on définit du coup si ces champignons proliférés sont passés de la levure aux champignons? Alors on peut, c'est très difficile, hein. C'est très très difficile et c'est pas pour rien que le premier livre qui a été écrit là-dessus par un médecin interniste américain qui s'appelle le Dr. Orion Truss, c'était dans les années, c'est déjà il y a longtemps, les années 80. Okay. Ça s'appelait The Missing Diagnosis. Il parlait justement de ce diagnostic qu'on rate, qui est celui de la prolifération fongique. Alors, il se fait que dans les selles, c'est très compliqué parce que ces candidats restent accrochés par paquets à la muqueuse. Les gastro-entérologues savent bien ça quand on a des mycoses œsophagiennes, par exemple, ils voient ça en faisant des fibroscopies, ils voient des plaques blanches comme ça de candidats. Et donc, on va pas nécessairement en retrouver dans les selles. Alors, le dosage des anticorps contre le candidat dans le sang, c'est compliqué parce que ça veut dire souvent qu'il y a eu un passage de candidat à un moment donné, mais est-ce que c'était il y a 3 jours, il y a 20 ans, on ne sait pas. On peut avoir des anticorps de muqueuse, parfois élevés, ça c'est plus rare. Et puis alors, un test que je trouve quand même encore actuellement le plus pertinent, c'est de doser les métabolites produits par le candidat qu'on retrouve dans l'urine. Je trouve que c'est vraiment, il y a certaines de publications sur le sujet d'ailleurs, et c'est personnellement dans ma pratique et dans la pratique d'autres confrères qui s'intéressent à ça, c'est vraiment l'analyse la plus en corrélation avec la clinique, on va dire, et qui est la plus pertinente pour diagnostiquer ça. Oui. C'est celle qu'on propose d'ailleurs chez Simp aussi. Exactement. Et donc comment ça fonctionne en fait? Comment est-ce qu'on on va pas rester des éternités sur le sujet non plus, mais comment est-ce qu'on le détermine? C'est dû à la consommation de sucre? Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, le candidat se nourrit de sucre et il va produire différentes choses et entre autres, il va produire une substance qu'on appelle le D-aramidiol, qui est une substance qui est produite par le candidat et que par le candidat. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans les analyses qu'on appelle métabolomiques, c'est de trouver un métabolite qui est produit uniquement par une seule source, évidemment. Parce que s'il est produit par plusieurs sources, ça complique de savoir ce que ça veut dire. Et alors, on va doser ce métabolite produit exclusivement par le candidat dans l'urine. Et s'il y a beaucoup de métabolites, ça veut dire que, il y a beaucoup de candidats. Maintenant, de fait, c'est un test qui doit être dynamique. C'est-à-dire qu'il est intéressant de nourrir le candidat pour voir s'il produit des métabolites. Et ça veut donc dire que, comme c'est une analyse qui se fait dans la première urine du matin, ça veut dire que la veille, il faut manger au moins un minimum de glucides, que ce soit du riz, des pâtes, ou du sucre ou une pâtisserie, enfin n'importe quoi, mais qui est des sucres ou des glucides pour quand même nourrir ces candidats. Donc s'il y en a pas, il y aura pas de ce métabolite, ou très peu, même si on a mangé beaucoup de sucre, c'est peut-être qu'il va faire que. Et par contre, s'il y en a, oui. Et s'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, une fois qu'on a identifié ça? Il y a moyen de donner... il faut déjà, dans un premier temps, faire quand même un régime qui permet d'éviter de le surnourrir. Et puis alors, il y a des traitements pour l'éliminer. Donc ça, c'est quelque chose, contrairement à une intolérance au gluten, par exemple, où en fait on dit il faut arrêter. Ici, c'est pas il faut arrêter, c'est il faut traiter la chose. Et puis derrière, on peut recommencer... même si c'est quelque chose qui a quand même tendance à récidiver, mais c'est possible d'en arriver à bout et de reprendre une alimentation normale, en tout cas générale. Et ben voilà, parfait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était avec plaisir. Très instructif. Je pense qu'on fera peut-être un épisode spécifique sur le candidat. Allez, au revoir. Au revoir.